Mesdames et messieurs, en direct de Paris, voici Vendredi Ciné. Avec Jade Baltard. Ça va pas, mémé? Romain Aublin. Même des fois, j'ai un peu l'impression que c'était un téléfilm. Lucas Baltard. Oh, Ryan, tu peux me fabriquer ça? Oh, Ryan, tu peux faire ci, machin. Avec son incroyable présentateur, Elliot Jaco. Je trouve que c'est ce qui te manquait dans le podcast, parler de foot. Vendredi Ciné, c'est parti. On est lundi, vous écoutez Vendredi Ciné, c'est le nouveau générique. Encore une fois, il faudra vous y habituer. Et après, peut-être, on fera un vote pour élire un nouveau générique. Comment ça va tout le monde? Toute l'équipe est réunie, ça fait longtemps. Oui. Ça fait longtemps? Enfin. Ouais, ça fait longtemps, ouais. Ça fait un moment. Ouais. Bah, vous oubliez que j'étais pas là la semaine dernière ou... Et la semaine d'avant, il n'y avait pas Romain, parce que je sais Ouais. plus ce que tu faisais, Romain, déjà. Je crois qu'il y avait aquaponé, hein. Ouais, j'avais aquaponé sûrement jusqu'à 5h du mat, je crois. Moi, en tout cas, je suis toujours là. Bon. Je sais pas si vous avez Avec remarqué. Lucas, on est les deux chômeurs, là, Lucas qui toujours. avait dit je vais prendre un peu de distance les Oui, gars. c'est vrai. J'ai décidé juste de pas dormir. Avant de commencer cet épisode, je voulais revenir sur une actu qui a retenu mon attention. En ce moment, Netflix réadapte beaucoup de dessins animés en série live action, comme vous savez. Il y avait notamment One Piece qui a été adapté. Mais une toute nouvelle série devrait voir le jour, une série Scooby-Doo. Et justement, le casting de la série a été dévoilé. On retrouve notamment, alors pardon pour les noms, mais McKenna Grace en Daphné, Abby Ryder en Vera, Maxwell Jenkins en Fred, et Sammy et Scooby-Doo seront interprétés par Lucas et Romain. Alors, on en pense quoi de cette série, fait de l'annonce qui de ce casting? Qui fait qui, là? Ça, qui fait Scooby-Doo, qui fait sa Vous vie. pourrez partir les rôles. Ouais, je fais Scooby-Doo. Ah, Ok. Ok. Si tu le dis. Ça donne quoi une imitation de Scooby-Doo là? Ah non, je peux pas le faire ça. Lucas. Voilà. Lucas. Non, parce que ça fait. Je sais même Vas-y. plus à quoi ça ressemble. Ah. Je suis désolé. Ok, pas mal, pas mal. Franchement, Il y a un truc un peu, tu sais, Scooby-Doo qui a pris un peu de maturité. Vous connaissez la musique, mais si vous aimez notre travail et que vous souhaitez que cette émission continue, n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de mettre en avant le podcast et ça nous aide énormément. Et sinon, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Vendredi Ciné, TikTok, Instagram, @Vendredi Ciné. Maintenant que c'est dit, place à l'épisode. Et nous, on part dans un vaisseau spatial direction L'espace. le soleil. Ouais, l'espace. un vaisseau spatial direction Ouais, l'espace. c'est pas mal. L'espace, ouais. Ouais. Dans Bon, en général, c'est comme c'est là où c'est vrai. Dans Projet Dernière Chance. Je me rends compte de l'enjeu, je vous jure. Mais mon univers, c'est la salle de classe. La planète compte sur vous. Projet Dernière Chance, nouveau film du duo Lord et Miller, à qui on doit La Grande Aventure Lego. Et oui. Excellent. Ah Moi, ouais. j'aime beaucoup La Grande Aventure Lego. Pas vu. Très bon J'ai film. pas vu parce que je me respecte. Non, apparemment c'est pas si mal. C'est vraiment C'est bien, c'est c'est un vraiment très bien, bon ouais. film. On devrait faire un format rétro sur La Grande Aventure Lego. Moi, je pense pas. Après Fast and Furious 7, Grande Aventure Lego, c'est Ouais. ça suffit. Je quitte le podcast. Déjà, ouais. Mais il a pas vu le film. Déjà, c'est... Ryland Grace, professeur de sciences, se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, sans aucun souvenir de son identité, ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, la mémoire lui revient et il comprend l'enjeu de sa mission, résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du Soleil. Au casting, on retrouve Ryan Gosling, Sandra Hüller et Rocky. Voilà, je sais Oui. pas qui est Rocky, mais il est là. Ah, on sait pas qui... Ouais, non, on sait pas. Il y a pas Je pense que c'est L'IA qui a ouais, doublé. peut-être. Alors moi, projet Dernière Chance, la projection presse date un peu, donc il faut que... Ah là 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 là. C'est fait la spéciale. Ouais, la spéciale. C'est pour ça qu'il voulait commencer. Oh là là. C'est le nouveau, Ah je l'ai là vu là. à Cannes, quoi. C'est Ah, c'est là, le nouveau, là, je l'ai vu à Cannes. Il sort la carte Joker. Alors moi, déjà, je passe tout de suite un très bon moment, parce que dès que je vois Ryan Gosling faire des trucs, je suis tout de suite très content. Et ce qui est trop drôle, c'est que je me suis fait la réflexion, mais ils ont essayé de le rendre moche, j'ai l'impression, et il est toujours ultra charismatique. Non, carrément pas. Il lui met des vêtements, enfin, ça n'a aucun sens comment il est habillé. Mais c'est rigolo, mais c'est pas... Oui, c'est un peu. Non mais c'est quand il est dans un l'espace petit en mode Non, il est chômeur, pas- bouleur, Bah, il ils s'est essaient de le rendre moche, ils essaient de le rendre un peu du cool. scientifique, Mais comme, un peu perdu, quoi. Un peu Il a des Oui, petites ouais, lunettes, c'est ça. quoi. Un Les peu, petites oui, lunettes des qu'il met petites tout le temps en lunettes. bas de son visage. Très Eh, bizarre. c'est ça. J'ai lu que les lunettes c'était sa fille qui lui avait dit qu'il avait l'air intelligent avec des lunettes, du coup il a mis des lunettes. Waouh. Le c'est bien, on n'est pas dans les clichés.
Et au-delà de trouver le film hyper divertissant, et on reviendra là-dessus parce que en vrai, je passe un hyper bon moment. Je trouve que par l'instant, il propose des moments de vertige existentiel. C'est ce dont parle le film. La quête de l'humanité, essayer de chercher d'autres formes de vie dans l'espace. Est-ce qu'on est tout seul? Et cette solitude, elle va s'incarner à 3 niveaux. Donc déjà, la solitude de Grace dans l'espace, la solitude de Grace dans sa propre vie, parce que tu comprends qu'il est tout seul, et aussi la solitude de cette humanité dans ce vide stellaire. Et je trouve que par instant, il va y avoir comme ça des vertiges existentiels. Je pense à un moment où Grace va jeter les cadavres des autres scientifiques, c'est au tout début du film, il va jeter les cadavres des autres scientifiques qui sont morts à bord, et il va mettre des petites photos des photos souvenirs qu'ils avaient pris chacun, et on va partir comme ça avec ces cadavres dans le vide spatial. Et t'as plus que la question de la mort ou quoi, c'est vraiment la question de l'oubli. Qu'est-ce que nous, humains, on va laisser plus tard, dans cette infinité. Et donc j'ai été hyper surpris. Il y a d'autres moments où je suis surpris, notamment sur le scénario, où comme je l'ai dit dans le pitch, on va pas comprendre pourquoi Grace est là, et au fur et à mesure, la mémoire va lui revenir, mais pas d'un coup, quoi. Ça va revenir par morceaux au fur et à mesure du film. Un twist qui m'a vraiment surpris. Et à part instant, comme ça, je suis surpris aussi par le scénario. Je pensais avoir une trame narrative très classique, avoir un film de divertissement très classique, et au final, par instant, comme ça, je suis plutôt surpris. Pardon, j'ai oublié de préciser quelque chose. Le film cherche à reconsidérer notre place d'humain dans l'univers, et par rapport à cet oubli et cette infinité, il y a notamment une référence au Pioneer 10 qui apparaît dans le vaisseau à un moment, qui est donc dans les années 70, la NASA a gravé sur une plaque l'histoire de l'humanité en quelque sorte, ce qui fait de nous des humains, et l'a envoyé dans l'univers en se disant peut-être une forme de vie va tomber là-dessus et ils vont pouvoir essayer de rentrer en contact avec nous. Et du coup t'as une référence littéralement à ça, et du coup je trouve ça assez mignon. Et t'as plein de petites références comme ça à des recherches scientifiques, parce que ou à des films. Oui, ou à des films, beaucoup, évidemment, mais parce que la quête scientifique s'est formée, en tout cas au niveau de l'espace, s'est formée autour de ça, à chercher à savoir est-ce qu'il y a d'autres formes de vie ailleurs. Donc voilà, peut-être pour mon premier tour de table, et après je rajouterai des petites choses. Mais vous, est-ce que c'est un film qui vous divertit? Est-ce que c'est un film qui vous surprend? Est-ce que c'est un film Alors, diverti, oui. Surprend un peu moins déjà. D'accord. Parce que, comme l'a dit très rapidement Lucas, oui, il y a beaucoup de références à beaucoup de films, et ça s'inspire. Notamment, alors, c'est vrai qu'au tout début, j'ai eu assez peur parce que dans la bande-annonce, on montrait pas du tout ce côté il se réveille dans l'espace, il sait pas trop pourquoi il est là. C'est vraiment pas du tout ce que la bande-annonce montrait. Et quand ça a commencé comme ça avec du coup, donc tu vois que tous les autres sont morts, il est seul sur le vaisseau. Je me suis dit oulala, j'ai déjà vu ce film à plein d'endroits. Oui, Alien, oui. Oui, Alien. Après, il y avait eu des films vraiment pas top, genre un film avec Jennifer Lawrence. Passenger. Ah oui, Passenger. Ça, c'était vraiment nul. C'était vraiment pas mal en vrai. Mais non, si, l'idée était un peu la même, c'était le vide, la solitude. Mais c'était deux, du coup, ouais. Et c'était vraiment le sujet du film. Et ils étaient deux, mais là aussi, dans le film. Oui, c'est vrai. Mais donc, par exemple, moi, j'ai direct pensé à Passenger, notamment. Et après, oui, t'as énormément de références à, tout. Interstellar, Gravity. Premier Contact. Seul sur Mars. Oui, vraiment tous les... Même moteur, ouais. Ouais, tous les films très très connus sur l'espace, en tout cas les films récents. Américains, tout à fait. Donc, à ce niveau-là, j'étais pas très surpris. Il y a plein de moments surprise, et il y a plein de moments où je me dis bon, ça va pas énormément plus loin que tes références, honnêtement. Après, j'avoue que je me suis laissé quand même emporter à plein de moments par le film, et que j'étais vraiment une gamine à plein de moments où j'étais juste là genre ok, je profite du truc, et je trouve quand même que par rapport à tout ce qui est la vie extraterrestre, ça c'est les idées que vraiment j'apprécie beaucoup et que je garde, parce que je trouve qu'il y a notamment par exemple le vaisseau de Rocky. Je trouve que c'est des super idées de ok, comment on imagine un truc qui soit vraiment qui ne ressemble à rien de ce que nous on connaît. Et en vrai, c'est ça la difficulté quand tu veux parler de la vie extraterrestre. Je trouve que c'est pas trop montré non plus, ça qui est un peu décevant quand même. On reste non, mais ce qui du montre, côté, ça te surprend.
Oui, c'est ça. Tu dis, c'est cool. Bah, il y a un moment quand même, il dit voilà, j'aimerais bien aller sur ton vaisseau. Ouais, mais. C'était sympa d'ailleurs. Et le moment où ils y vont, tu fais ok, je sais pas, ça m'intrigue ce qui se passe. Oui, c'est ça, j'imaginais pas ça et ça ressemble pas du tout à ce que. Ça ressemble à rien d'humain, quoi. Exactement. Et ou de ce qu'on a vu dans c'est pas un vaisseau alien de Alien ou effectivement c'est pas un truc crasseux, c'est pas un truc donc on essaye de changer d'imaginaire un petit peu. C'est ça. Donc par rapport à ça, je trouve que c'était vraiment les bonnes idées du film. Enfin Rocky, vraiment je trouve que toute cette partie là du film marche super bien. Après voilà le reste sur la mission spatiale etc. Le scientifique qui oui un peu trouve la solution relativement facilement quand même. Bah c'est Rocky qui trouve à chaque fois. Ah non avant ça je veux dire ah oui d'accord pour aller dans l'espace bon voilà toutes ces parties là je me dis c'est un peu c'est pour le coup en termes de scénario et tout bon bah voilà t'en parles plus mais donc ça voilà je trouvais ça un peu classique c'est vraiment plus la relation entre Rocky et Grace qui m'intéresse vraiment et toute cette partie là extraterrestre. Ce qui est hyper original dans leur relation je trouve c'est que souvent quand on va traiter d'une relation entre humain et alien l'alien va toujours être montré comme un être soit inférieur soit dangereux. Par exemple même E.T. tu vois qui est une amitié entre l'alien et l'humain bah E.T. il est un peu bête tu vois on va le regarder en disant oh regarde il sait pas se servir de je sais pas quoi il est oui mais à la fin il se dégage une certaine sagesse et à la fin du film tu comprends tu te dis non mais on a toujours ce regard on a été bête genre le film a un peu conscience de ce truc là je pense pas quand même si parce qu'à la fin E.T. tu comprends putain en fait c'est une société complètement différente et tout et quand ils se disent au revoir en fait E.T. il prend une ampleur il prend un truc. Donc à la fin non mais là tu projettes quand même vachement non bah, pendant tout le reste du film le but du film c'est d'adapter ton regard à la fin et de te faire comprendre en fait oui c'était on va pas parler d'E.T. mais je trouve c'était prévu dans le film quoi. Ouais bah en tout cas concrètement là dans le film c'est la première fois que moi je vois une relation humaine alien qui est vraiment à égalité où en fait Rocky très souvent c'est lui qui va venir en aide à l'humain parce qu'il est 1000 fois supérieur à lui et en fait c'est une vraie amitié on va pas je me sens dessus pas on va pas mépriser l'alien on va pas le regarder en se disant par exemple il comprend Rocky très rapidement il comprend ce que le docteur lui dit alors que l'inverse n'est pas vrai tu vois il y a toujours un temps d'adaptation du côté de l'humain. C'est ça exactement et il doit faire justement tous les trucs pour créer un langage entre eux mais l'autre il le comprend très bien. On montre aussi l'alien comme à un moment il y a un petit passage où on le montre il est un peu comment dire invasif il est un peu chiant il est un peu tu vois il a une petite voix un peu bébête aussi il a une petite voix un peu mignonne un peu marrante non moi on lui donne pas une voix de mec normal on lui donne une petite voix qui parle comme ça etc. Ryan, tu peux me fabriquer ça? Ryan, tu peux faire ci, machin. Voilà, t'abuses un peu là, mais non, il y a vraiment une séquence. La voix est retranscrite par un ordinateur, donc forcément elle est robotique. Et elle est marrante. Elle est marrante. Si elle est marrante. La tonalité elle est moyenne, elle est. Non, elle est pas moyenne, elle est pas normale. Le ton est comique. Le ton est comique parce qu'il est robotique. Amaze. Voilà, c'est des trucs gros. Il fait pas des phrases compliquées. Il fait amaze. Bon, gros. Voilà, on te montre pas non plus quelqu'un d'égal. Je veux dire, faut doser. Je suis vraiment pas d'accord parce que justement c'est un petit être qui reste dans une boule, qui roule, etc. Machin. Je veux dire, on te montre pas. Tu vois, non. Ça reste un petit chien de compagnie, tu vois. Mais pas du tout. Oh là, t'abuses totalement. En plus, il rentre dans une boule qui s'est créée lui-même pour s'adapter à l'atmosphère. Enfin, genre, il y a que des trucs comme ça. Et après, pour la voix, bon, déjà, en fait, le fait que c'est comique parce que c'est robotique, donc t'as très peu d'intonation. C'est ça qui rend le truc comique. Et ensuite, le fait que, tu dis amaze, c'est juste que le docteur a pas... Il a pas tout le vocabulaire. Ouais. Oui, voilà, il a pas tout le vocabulaire. Et du coup, c'est juste ça. Mais donc, oui, je suis d'accord que ça rend le truc comique, mais ça rend pas le personnage bête. Ça rend juste... tu comprends juste que la communication entre eux, elle reste relativement primaire. Et c'est tout. Mais ça... Non, enfin, genre, il paraît pas du tout bébête. Et après, tu dis, oui, il est là dans sa petite boule, c'est... Enfin, on montre ça. Non, mais ça reste un personnage. Ça reste un personnage marrant. Oui, ça reste un personnage marrant, mais pas bête. Fondamentalement, voilà, c'est pas, comme vous dites, c'est pas un personnage qui est bête, etc.
Le truc, c'est que voilà, ça reste un personnage qui est dans sa boule, qui a un vocabulaire limité, même si on sait que voilà, c'est pas un personnage qui est plus limité que Ryan Gosling. Oui. Et donc c'est ça qui en sort, et c'est l'aspect superficiel qui en est dégagé. Le personnage de Ryan Gosling aussi est très drôle et plein de moments maladroits, au même titre que Rocky, et pourtant on le montre aussi comme très intelligent. Donc, enfin, tu vois, les deux ont leur facette, et justement ils se ressemblent. Ça se répond plutôt bien dans le film aussi. Ouais. Enfin, je trouve que vraiment, moi, je suis d'accord avec Elliot, ils sont vraiment mis à égal. On reste sur un personnage qui est quand même mignon. On n'essaye pas de montrer un personnage. Alien, tu peux tout créer si tu veux. Tu aurais pu créer un personnage bien plus grand, bien plus imposant, ou tu vois. Là, on décide de prendre un tout petit personnage. C'est plus facile de s'attacher à un tout petit personnage qui est tout mignon, parce que Rocky, voilà, c'est une toute petite boule, c'est une petite pierre, quoi. Donc c'est plus facile de s'attacher à une petite pierre que un personnage qui est vraiment imposant et qui t'impose son intelligence, etc., tu vois. Donc je pense que c'est aussi pour ça. C'est plus facile de rentrer en empathie, ouais. Bien entendu. Et du coup, toi, t'as des réserves sur le film, Lucas? Moi, comme vous, sincèrement, j'ai passé un super moment, très sincèrement, et à la fin, j'étais tout content de sortir du film. Voilà. Après, quand tu prends un peu de recul, tu te dis oui, on reste sur. Je pense que comme Jade, moi, sur ce genre de film, il y a un moment où je reste bloqué parce que j'ai pas l'impression de voir quelque chose de nouveau. Voilà. Je pense que la bande-annonce m'avait vendu un truc que j'ai vu exactement cette chose-là. Après c'est pas fondamentalement grave, mais bon voilà. Et il y a des choses, moi les limites que j'ai avec les films, avec ce film là, c'est que effectivement bon voilà, c'est l'histoire d'un Américain qui sauve l'univers. Et voilà, je trouve que rien que en ça pose un léger problème, et d'autant plus qu'ils essayent, je pense qu'ils en sont conscients, ils essayent de dire non mais on a capté qu'on était un peu plus bébête, enfin et du coup ils essayent de montrer que Ryan Gosling il est un peu plus maladroit que les autres, que voilà, mais ça c'est aussi une image qu'on a déjà vue de l'Américain qui est plus bébête que les autres, que tu vois les Chinois, etc., les Russes, etc., qui eux sont plus sérieux, mais par contre il est plus détente, mais il est plus intelligent aussi, parce que il arrive, il trouve la solution comme ça, et tu dis mais gros, mais là t'as juste regardé la cellule là, tu vois, et après t'as dit ce que t'avais trouvé, mais je comprends pas en quoi Ryan Gosling est plus intelligent que n'importe qui d'autre. Pourquoi on demande à lui spécifiquement, même si c'est dit dans le film. À l'arrivée, je me dis bon bah gros, tu regardes avec tes trucs là, tu regardes la cellule et t'as dit ouais en fait c'est une cellule les gars, hein. C'est vivant, hein. Ouais, tu sens plus le côté lui il essaye d'innover plus, et justement, enfin encore une fois c'est des trucs comme tu dis qu'on a déjà vu, hein. Voilà, mais c'est le côté lui il va aller un peu sur des trucs de système D, ou de, enfin tu vois, notamment il y a tout un truc où ils vont créer de l'obscurité. C'est vraiment ça, c'est le côté un peu inventif. C'est ça. Du scientifique comparé à d'autres qui vont être, comme tu dis, plus sérieux, hors des lignes, et plus exactement dans le cadre. Et donc lui il trouve, parce qu'il est plus inventif, et parce que il s'en fout un peu plus, et qu'il est moins un scientifique hyper carré comme on a l'habitude de voir. Et en donc, ça il me fait penser à un personnage que d'une série que j'avais regardé il y a longtemps, une série qui était tirée du film Limitless, et série du même nom, où c'était un personnage qui avait besoin d'utiliser l'art appliqué, etc., pour tu vois, pour exposer ses idées, et la façon de s'habiller et tout, c'était vraiment proche du personnage de Ryan Gosling. Donc je trouve que c'est déjà un imaginaire qu'on a déjà vu. Et voilà, là aussi ça pose problème, c'est que voilà, dans le vaisseau, comme par hasard, bah voilà, le Chinois, la Russe, ils sont morts direct. Du coup, il reste plus que l'Américain pour sauver l'univers. Tu pourrais dire ah oui, Sandra Hüller, elle est pas américaine, mais en fait, elle a un tout petit personnage qui est très fonctionnel. Voilà, au final, ça reste un film qui est très très nombriliste. Et moi, sur l'Alien, encore une fois, que je trouve trop mime, c'est tout. Pour moi, tu restes pas sur un personnage où il joue d'égal à égal, même si tu pourrais avoir cette amitié, etc. Moi, à la fin, je ressens pas non plus un vertige, je sens du respect, etc. Mais tu vois, je trouve qu'on va pas non plus au fond des choses, même s'il y a des choses que j'aime bien. Voilà, ça fait prendre quand même un risque de montrer un personnage qui n'a pas de visage, d'essayer de montrer un vaisseau spatial qui a vraiment une gueule un peu différente. Et dans ce que j'aime aussi, je trouve que niveau montage, niveau rythmique, humour, je trouve que parfois le film te fait rire juste avec sa mise en scène, juste avec son montage. Et ça, c'est quand même assez rare, ça montre une certaine intelligence, mais notamment un truc où il y a une course entre deux vaisseaux, et c'est juste le montage qui te fait rire. Et donc ça, c'est très très cool de voir comment juste en faisant quelques petits trucs, peut-être que avec un certain rythme on peut te faire rire, et c'est toujours hyper intéressant.
Et puis voilà, globalement, je trouve le film aussi très très joli. Mais bon, voilà, ça reste. C'est pas un film qu'on va trouver vertigineux, qui va emprunter des voies jamais prises avant et qui va vraiment vous faire réfléchir sur. Enfin, moi, je trouve qu'il en faut vraiment plus pour te faire ressentir une solitude, tu vois, et te vraiment remettre en question pour te dire mais où est notre place dans l'univers, tu vois. Mais par contre, pour vous faire rire et vous faire passer un bon moment, bah là, en vrai, c'est top. Et t'as dit que du coup le film était très joli. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est justement l'utilisation de beaucoup de couleurs dans l'espace. Ouais. Parce que de ce qu'on voit souvent dans les films de science-fiction, etc., c'est souvent des espaces très grands, très vastes, très noirs, avec peut-être des étoiles et tout. Mais là, je trouve que c'était super bien représenté. Et justement, en me renseignant, j'ai vu que c'était le chef-op de Dune 2 qui a été oscarisé justement pour c'est Greg Fraser, pour ce film. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc justement, il a utilisé les effets des couleurs qui sont très vibrantes, hein, ce vert, cet orange qu'on a sur l'affiche déjà du film et qu'on retrouve sur la planète qui a un nom chelou là où ils vont justement chercher, voilà, qui devient Adrian, mais où ils vont chercher justement leur antidote un peu. Et donc super intéressant de ce point de vue-là, d'utiliser plein de couleurs et même dans le vaisseau, l'utilisation aussi de la pesanteur, des personnages qui aussi sont un peu éloignés aussi quand on a l'arrivée justement que tu disais, la scène très comique où t'as les deux vaisseaux qui font que chercher et que t'as même les lancers d'objets au début tu te dis ok où ça va. Ouais. Et t'as un changement de valeur aussi qui te fait rire parce que son vaisseau au final qui est le summum de la technologie humaine, il est tout petit et l'autre le vaisseau il est immense comparé. C'est cool. Et moi, ouais, l'histoire, comme vous, hein, vraiment, c'est un truc qui m'a touché. Cette histoire, moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'amitié qui se dégage, surtout à la fin des personnages qui sont vraiment copains comme cochons. Ces petites scènes, non mais ces petites scènes de juste où il fait des vlogs et derrière l'autre, j'entends tout ce que tu dis. Oui. Je peux pas te cacher en fait. Scène de colloque un peu. Ouais. Et où il devient très intrusif d'un coup. Et ouais, je trouve que ce petit twist à la fin aussi, il est intéressant. Mais vous trouvez pas qu'il change pas grand chose au final? Le twist? Bah si. Si. Parce que tout le film, il est persuadé, enfin, il essaie de s'auto-persuader que justement, il a son destin est scellé, quoi. Ouais, il y a aussi. Projet Dernière Chance, du coup c'est un film qu'on a pas mal aimé et qu'on vous invite à aller voir au cinéma. Quant à nous, direction la France pendant la Seconde Guerre mondiale, autre bonne ambiance, hein, avec les rayons et les ombres. Désormais, il y a un homme à l'ambassade d'Allemagne qui est mon ami depuis toujours. Et son idée, c'est une politique de collaboration sincère entre les deux pays. Qu'est-ce que tu veux dire par collaboration ? Les rayons et les ombres, nouveau film de Xavier Giannoli, après Les Illusions perdues. On y suit Jean et Corinne Lucher pendant la Seconde Guerre mondiale et comment ce père et sa fille vont être pris malgré eux dans l'engrenage de la collaboration. Au casting, Jean Dujardin, Nazia Golubayeva-Carax et Auguste Dil. Romain, toi, Les rayons et les ombres est un film que tu as adoré et que tu as hâte de nous en parler dans le podcast. Non. Alors c'est vrai que voilà, moi le film, c'est vraiment une sorte de balance entre il y a beaucoup de choses que j'aime pas et il y a beaucoup de choses que j'aime, mais pas assez pour que ça en fasse un bon film pour moi. On est vraiment déjà 3h20, c'est quand même un sacré gros morceau qu'il faut quand même être prêt à voir, hein, parce que 3 heures de Jean Dujardin, c'est quand même quelque chose, quoi. Et voilà, donc moi il y a quelques trucs, tu vois, qui font un peu tiquer par moment, c'est la mise en scène. Donc on n'est pas beaucoup de prise de risque, hein, on est très souvent, c'est très normal comme plan. Même des fois j'ai un peu l'impression que c'était un téléfilm. Beaucoup de chants contre chants, on est vraiment téléfilm, pardon, mais je suis d'accord, en termes de mise en scène, c'est mais peut-être vous avez pas vu le même film en fait. Chants contre chants et tout. Non mais et justement de ça, il en ressort quelques moments qui c'est classique, ça me sort un petit je dirais pas téléfilm, je trouve que c'est qualitatif, ça parle énormément, mais c'est très classique. Oui, mais c'est très classique, mais justement trop classique pour le truc. Et en fait, il y a quelques éclairs qui comme ça un moment passent avec une mise en scène qui est un peu plus intéressante. Où t'as des petits passages, surtout avec Jean Dujardin, c'est ce qu'on montre beaucoup sur le personnage. Ce qui manque un peu au final au récit, c'est ce petit doute qui s'installe en lui par moment et qui finit par mentir à tous ses collègues, qui va pas non plus les gars, attendez, ça va bien, ils sont quand même plutôt sympas avec nous, on va pas non plus faire n'importe quoi. Et donc voilà, c'est des trucs qui me grattent un peu.
Et surtout, moi, c'est vraiment le gros problème que j'ai avec le film, c'est les chaudières à tabac qui sont les Français. Purée, le nombre de clubs. Alors, Les chaudières à tabac. oui, mais le nombre de clopes ouvertes à la oui. minute, c'est vrai que au bout d'un moment, en vrai, moi, au début, je prenais le truc, tu vois, je me dis, c'est les années 40, c'est normal, tout le monde fume et tout. Et au bout d'un moment, ça devient tellement... Mais c'est justifié dans le récit en plus. Oui, mais justement... Par rapport à la tuberculose et tout. Bah ouais, mais justement, au bout d'un moment, on a compris, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a énormément de scènes qui sont, en plus de là, par exemple, même des scènes de soirée, d'orgie qui font partie du film, mais beaucoup de la narration de Jean Luchère, qui, à un moment, je trouve, est trop appuyée. Alors que c'est quand même un journaliste qui est plutôt, qui est extrêmement humaniste, pacifiste, etc. Bon, extrêmement du coup. Non, mais au début, à à la base des bases, c'est un mec qui est vraiment porté sur le pacifisme et le plus jamais ça, comme il le dit à un moment dans le film. Et au final, on glisse petit à petit, alors exactement vers ce qu'est le fascisme et la totale collaboration au final. Sincère, une collaboration sincère. Exactement, sincère. Après, ils étaient sûrement sincères. Ah oui, bah, C'est ça le problème, ouais. C'est vrai que c'est un peu le petit problème, quoi. Et ouais, donc tout ça, moi, il y a des petits manquements, en fait. C'est vraiment au niveau des personnages de pas totalement rentrer dans ce qu'ils sont, c'est-à-dire des journalistes qui deviennent des vraiment outils de propagande, qui finalement sont un peu dépeints comme des mecs qui, au final, il finit par profiter de sa vie, quoi. Il va coucher à droite, à gauche, ok, mais moi, voilà, c'est le vrai gros problème que j'ai avec le film, c'est la narration des personnages, comment elle passe c'est un sujet super intéressant, hein, qui n'a jamais été traité comme ça, en fait, le prisme de la collaboration, c'est super intéressant, et c'est très épineux comme sujet aussi. Parce que c'est un truc qu'on comprend pas encore vraiment de ce que j'ai regardé. Surtout que c'est pas autour. des personnages qu'on a envie de voir. Oui, Un film de 3h20 sur des collabos et que eux, tu vois, il y a pas une once de résistance dans le film. Non. Ça, sur le papier, tu te dis, bah, je vais pas y aller là. Et c'est aussi mon gros tic aussi, c'est la scène de résistance qui est un très gros problème, je trouve, dans le film. Non, ça, et parce que moi, je m'étais dit, oulala, genre, quand cette scène-là a commencé, je me suis dit, oulala, ça me gêne. Mais après, t'as eu ce truc t'as quand même d'autres gars qui viennent et qui disent non, mais on n'a pas libéré la France. Mais moi, c'est la manière dont c'est montré encore. Et qui passe par la mise en scène de victimisation un peu. Oui, totalement. Totalement, c'est vraiment ça, c'est regarde, non, ma pauvre fille, s'il vous plaît. Oui, ouais, alors que justement, moi, j'ai ça un pourrait gros être le problème moment avec ça, où le personnage en tire des conclusions, quoi. Où c'est le moment où il pourrait se dire, je sais pas. Mais non, tous les choix que j'ai faits amènent à ça, et là en fait parce c'est que montré eux ils se posent en victime, donc nous on n'a pas besoin. Je pense que le film prend le parti de dire bon bah voilà, en plus la voix off fait que c'est un personnage qui se victimise souvent, et donc la mise en scène elle dit c'est des victimes, etc. Mais in fine nous on sait parce qu'on connaît bien l'histoire de cette période-là, et qu'ils ont pas besoin de nous le rappeler. Ouais, mais donc c'est ambigu. à aucun C'est moment. ambigu. Moi, je me dis, quand je vois cette fille qui se victimise, je me dis, bon, bah, meuf, j'ai de moins en moins d'empathie avec elle. Pour ça, justement, parce qu'elle se victimise, et que je sais, et je suppose que le réalisateur il sait, que elle était bien au courant, qu'elle a choisi de pas voir, et que voilà. Moi, j'ai pas eu du tout ce sentiment de, regardez, c'était pas facile pour eux non plus. Hein. Bah, moi, je trouve qu'aussi, enfin, pour elle, notamment. pour elle, oui. Il y a vraiment ce côté, notamment, donc il y a tout un truc avec la tuberculose, mais aussi je suis d'accord qu'il y a une scène où tu sens que ça va mal finir pour elle, voilà. Où ça, en vrai, tu vois ce qui se passe, tu te dis juste, la pauvre, en vrai. Même si c'est une collabo, t'as de l'empathie, en fait, et cette scène-là, elle cherche à susciter de l'empathie. Et pareil pour la tuberculose, et quand tu la vois souffrir, et quand tu vois donc il y a tout ce truc là autour d'elle où il y a quand même ce truc là de la pauvre, en fait pendant toute cette période là en vrai C'était pas la folie. Non, oui je c'est sais ça, pas s'il et dit ça, elle mais en savait tout pas, cas, tu vois. je pense que là, c'est la phrase de Victor Hugo, les rayons les ombres, qui t'explique que voilà, il faut essayer de voir la nuance, que tout, et c'est ce que le film essaye de travailler. Après, on peut en discuter de savoir si le film il le fait bien ou pas. Tu vois, ça, on peut carrément en débattre. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment l'idée et tout. Oui, quoi. je sais que c'est l'idée, mais
trouve qu'il se je trouve victimise trop. Je trouve qu'il se victimise trop et que sur 3h20 de film, au final, t'as pas trop de nuances. Et notamment, moi, ce qui m'intéresserait le plus de voir sur la collaboration, mais c'est le passage de, justement, notamment au niveau de l'antisémitisme. Juste, il y a une scène comme ça où, hop, c'est bon, on devient antisémite. Frérot, là, je comprends pas ce qui se passe. Et notamment sur le personnage d'Otto. Juste un beau jour, il est parfaitement nazi. Hein, mais c'est Dark Vador, hein, genre du jour au lendemain. Mais c'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment, tu sens pas du tout la progression, la transition vers ces idées-là. Et du coup, je me dis, à quoi sert ton film ? Parce que si c'est juste me montrer leur vie sous la collaboration et le fait que, en gros, Jean Lucher, c'était surtout et même exclusivement de l'opportunisme. Ok, mais du coup ça ne montre pas tout l'aspect idéologique derrière et ça fait comme si presque tous les collabos étaient juste des opportunistes en fait, et je pense que non, il y avait des profonds antisémites et des... Mais comme on le voit justement avec la scène où le gars reprend son édito et lui il est profondément antisémite derrière celui il s'est laissé la grande gueule. Au début, il y a eu un moment donné où effectivement lui il dit oui, je suis d'accord que par rapport aux juifs il y a des trucs qui sont acceptables. Tu dis mais en fait j'arrive toujours pas à comprendre, et moi je trouve que je pense beaucoup de gens par rapport à la Seconde Guerre mondiale, on se pose cette question là de comment on en vient, mais même par rapport au racisme, par rapport à l'antisémitisme, tout ce que tu veux, comment t'en viens à avoir cette haine là envers des gens qui n'ont rien fait, envers toute une catégorie de la population. Après, et ce film là ne me le montre jamais. Il y a un truc qui est dit dans le film, mais qui est sorti de la bouche de Jean et de la fille, comment elle s'appelle elle dans le film ? Corinne Lucher. Elle dit oui, mais on savait pas ce qui se passait dans les camps. Et ça c'est vraiment vrai, la population française elle savait vraiment pas, parce qu'on a su des années plus tard quand il y a des images qui ont commencé à sortir des camps, etc., à quel point c'était vertigineux, et même les Allemands en fait ils savaient pas tant, donc c'était vraiment un secret, c'était vraiment un truc, donc c'est aussi un peu une excuse, mais là pour le coup il y a des trucs comme ça qui sont sortis. Dire sur le fameux film qu'a adoré Lucas, Lee, qui la photographe qui a parce qu'il a adoré le biopic en tout cas. Mais puis même, moi il y avait plein de moments comme ça où je trouvais ça un peu maladroit. Par exemple, vers la fin t'as une scène de procès où juste le procureur, notamment donc de manière un peu ironique, il va dire la phrase qu'on a entendue 1000 fois, à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Et tu te dis, sachant que le procès a lieu normalement en 48, tu te dis, frérot, vous y étiez tous à leur place, en fait. Genre, tu peux pas non plus te dire que lui, il était dans une position très ambiguë en termes de pouvoir et tout. C'était un journaliste de gauche, en soi, il avait pas de grande prise de décision à faire ou quoi. Donc il y a un peu ce truc-là où tu sens que ce procureur-là et cette phrase-là, elle s'adresse aux spectateurs de à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Et on a beau se dire ça, au final, ça a juste été des immenses ordures. Mais le fait est qu'en 1948, c'était pas ça. Ils se disaient pas à leur place, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Ils s'adressent à nous, là, c'est ça. Et du coup, je me dis, en fait, là, il y a un truc de... Tu peux pas briser l'illusion pour cette phrase-là. Dans le contexte de ton film, parce que justement si tu veux montrer à quoi ça ressemblait ensuite les procès, ils pensaient pas ça. Après l'idée du procès elle est intéressante parce que tu confrontes pour la première fois le personnage dans ses idées, sachant que lui tout le long du film, ça qui est marrant, il est tout le temps là à dire moi je suis pour le débat d'idées, je suis pour la confrontation des points de vue politiques. Le fait est que ça n'arrive jamais et qu'il est tout le temps dans cette illusion-là, et que du coup, à la fin, le procès, enfin, tu le confrontes, et là, il peut rien dire. Je suis d'accord que c'est très intéressant, l'idée du procès, à la base, mais la manière dont c'est fait, et puis pareil, il y a vraiment ce côté, le papa poule, quoi, il dit rien, et puis juste au moment où ça parle de sa fille, vous pouvez pas dire ça, Et genre, c'est toujours, vraiment, ça te montre comme le papa parfait, pardon, mais il y a vraiment ce côté-là. Parfait, je sais pas, mais qui aime sa fille, Papa poule. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Papa parfait, il a fait des dingueries. Il a son héritage derrière lui, pas ouf. Ah non, ça puis c'est même, sûr. il demande à sa fille de ramener des potes à elle dans les soirées, etc. Il a bien mouillé sa fille. Ça, tu sens que effectivement. Et la pauvre, la pauvre. A été utilisée. Voilà. Oui. Voilà. Mais non, je dis la pauvre dans le sens où il montre que la fille est malheureusement pas très très maline. C'est ça qui démontre aussi, c'est que voilà, elle a bien voulu se laisser embarquer et qu'elle était très bourgeoise et
que. Ouais, mais bon, te la montre comme une petite jeune qui est, tu vois, elle a même pas fini le lycée et tout. Elle a été directe actrice. Enfin, ça te montre. Oui, effectivement, elle la montre comme oui, jeune voilà, et bête. c'est ça, quoi. exactement. Moi, ça me Mais montre une donc, critique de ça la bourgeoisie. l'excuse. Non, pas vraiment. Pour moi, c'est vraiment une critique frontale de la bourgeoisie, de dire que cette classe bourgeoise était complètement déconnectée, en dehors du réel complètement, et que elle, on emporte carrément les symptômes. Moi, tout le long du film, je la déteste. Ouais, Tout le long du film, oui, elle est là à se plaindre, et je me dis, mais arrête de plaindre, en fait, pourquoi tu fais ça? Et donc, ouais, pour moi, c'est vraiment, et surtout tout ce qu'on va voir avec les soirées et tout ça, ça montre vraiment comment ces classes bourgeoises s'est réapproprié la collaboration pour s'engraisser, faire des orgies c'est dégueulasse. Donc ouais, moi puis je te montre le paradoxe avec le fait que Jean est supposé être de gauche, tu vois, alors que le type il vit, mais il a toujours vécu, il a toujours eu un goût pour l'argent, pour le luxe, les relations, alors que ça c'est pas les valeurs a priori de gauche, enfin c'est pas, je crois pas. Hein, Ouais, et puis enfin même le côté du centre gauche peut-être, du PS mais peut-être. Ouais, et puis t'as enfin je trouve que notamment sur le côté voilà, on n'a rien vu et tout, on n'a pas vu le truc arriver. T'as des films beaucoup mieux comme Cabaret. Un jour, on en parlera dans ce podcast. Mais Cabaret, qui te montre justement comment, donc en plus qui se passe en Allemagne, comment il y a une partie de la population qui n'a rien vu venir. Et je trouve qu'en termes de mise en scène et tout, il y a des trucs beaucoup plus intéressants là-dedans que, et notamment, je pense par rapport aux scènes de fête, où c'est 1000 fois mieux que là. Enfin, je trouve que les scènes de fête, pareil, elles m'apportent pas grand chose, quoi. En plus, elles arrivent, enfin, il y en a quand même pas mal. Énormément. Et à part celle à l'ambassade, que je trouve, pour le coup, assez intéressante, le reste, je dis oui, c'est bon, on a compris, quoi. Ouais, mais même après, t'as la voix off qui passe même au-dessus de certaines scènes où la caméra flotte autour de tout, qui voit l'opulence, etc. Oui, mais il y a la voix off qui vient se rajouter là-dessus. Je suppose la voix off, elle était de trop. Ah non, moi je la trouve incroyable, la voix off. Ah, moi je trouve que vraiment, il y a des moments où elle est super agaçante. Et après, l'entièreté du film sonne un peu comme une défense de sa part. Mais carrément, oui, ça, mais je pense que c'est vraiment le parti pris du. C'est ça, du justement. film. Le film, il dit pas que c'est la vérité qu'elle va dire, la vérité absolue. Le début, c'est ce truc de, oui, bon, je vais me tromper avec les dates. On n'a aucune date dans le film, tout est montré. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, tiens. Ouais, elle dit ça, et puis au final, on n'a pas de date, à aucun moment c'est donné, c'est étrange. Ouais. Et d'ailleurs, elle dit cette phrase qui m'a agacé, au début, je me suis dit, oh là là. Elle a dit, les dates, ça explique tout. Même quand ça explique rien, ça explique tout. Ah oui, vraiment quand, là, tu vas niquer ça. Là, je t'explique, là, j'ai soufflé dans le cinéma, je me suis dit, oh là là là. Mais d'ailleurs, l'actrice qui joue Corinne Lacher, malheureusement, il y a aussi une scène, moi, qui m'a fait tiquer, où elle dit, c'est avec le pourquoi gars. Tu m'aimes, là? C'est ouais, ça. exactement. Et là, j'ai soufflé sévère, et je me suis dit, ça va là, pas m'aimer. Celle-là, sur 3h20, là, tu fais très bien la voix de Corinne Lacher. Et sur 3h20, je me dis, en vrai, cette scène, tu la coupes, parce qu'elle apporte rien, et elle joue très très mal dedans, la pauvre. Et je trouve que globalement, elle s'en tire plutôt bien. Ah oui, globalement, elle joue bien, mais c'est vrai qu'il y a quelques moments où la scène est pas facile à défendre. Mais pourquoi tu m'aimes? Mais je t'interdis de m'aimer. Mais déjà, tu l'écris sur le scénario, t'as ton prod qui te dit, là, en vrai, je sais pas si, je suis pas sur la garde. Ouais, mais pareil, à la, enfin, au montage. Il y a une scène qu'on voit dans la bande-annonce d'ailleurs, où ils sont avec du Dujardin en train de se cacher, et elle lui gueule dessus, pareil, tu fais, oh là là, arrête. Ouais, c'est vrai que. Tous les moments de, comme tous les ça, moments où elle a un gueule, truc un peu d'énervement, je trouve ça un peu faux, et ça sonne pas très bien, par instant, quoi. Mais sinon, ouais, elle s'en tire plutôt bien. Moi, on n'a pas beaucoup parlé de August Diehl. Extraordinaire. Qui joue beaucoup des nazis, lui, donc, qui a quand même deux gros nazis. Ouais, il a joué Mengele il y a pas longtemps. Donc, pas n'importe quel nazi. Mais ouais, c'est vrai chaque que fois, c'est. Ouais, là. Il a la tête. Voilà. Ouais, il a le monstre, tout. Mais oui, lui, il a qu'un jeu. Alors, le film, il parle de 3 personnages un peu centraux, avec quand même le personnage de l'ambassadeur Otto, qui est un petit peu plus détaché quand même. Mais le personnage a un vrai. Moi, je trouve que j'aime bien ce qu'il donne au début. J'ai l'impression que le personnage, il est un peu figé, quoi. Et on sait jamais vraiment ce qu'il pense. On sait jamais vraiment de quel côté il est. Et même les moments où il est confronté par la Gestapo dans son propre pays, tu te dis, ok, on sait pas vraiment s'il va vraiment basculer. Il est engagé, ouais. Il est recruté, il est obligé, un peu. En quelque sorte, il est obligé de c'est ça ou la mort, quoi, presque. Et le personnage sort ce jeu un peu de... On sait jamais vraiment ce qu'il pense, justement, de...
est-ce qu'il va full collaborer? Est-ce qu'il a quand même quelques réserves? Ou au moment où il dit, avec cette petite scène qui est minuscule dans le film, mais où il dit, est-ce que vous voulez être l'homme qui sera désigné comme celui qui a brûlé Paris? Où on dit qu'il a fait quand même des trucs, il a sauvé quelques machins. Ouais, mais je suis d'accord que là, quand cette scène est arrivée, je me suis dit, ah gros, tu Oui, vas ça- pas nous dire qu'il a sauvé Paris là quand même. Bah, si. Mais- on va un peu loin, mais c'est vrai que Après, encore une fois, le film essaie de travailler la nuance, donc si dans sa démarche, il est obligé de le mettre ça, tu vois. C'est vrai que moi j'ai pas donné encore mon avis sur le film. Moi Ouais, c'est un film vas-y. que j'ai bien aimé. Je suis d'accord avec vous sur certains trucs qui peuvent m'agacer, notamment le mais pourquoi tu m'aimes avec Lucas vraiment dans la salle. Moi je trouve l'exercice hyper intéressant parce que comme tu disais au niveau de la nuance, c'est un exercice qui va essayer de brouiller la frontière entre le bien et le mal, notamment à travers la figure de Jean Luchère qui est une figure du mal incarné mais qui au début est un type bien. Et comment en fait on va pervertir cette notion de bien pour arriver aux pires atrocités, parce qu'on nous dit ce gars-là c'est un pacifiste, et effectivement après la Première Guerre mondiale il y avait ce mouvement pacifiste où personne ne voulait de la guerre, quoi. Et justement, comment cette volonté de ne plus avoir la guerre a mené à amener à la collaboration, tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est qu'au début, jusqu'à la collaboration, mais en fait, t'es d'accord avec le personnage et ils vont te mettre d'accord avec lui. Ils vont te dire, bah ouais, mais attends, on veut pas la guerre, mais du coup, on est pour le dialogue. Bah ouais, donc on va aller dialoguer. Et plusieurs fois comme ça, le film va te mettre en accord avec ce personnage-là en tant que spectateur pour que après, dès que la collaboration commence, t'as une sorte de vertige historique en te disant, bah en fait, c'est pas les collabos qui étaient comme nous, mais nous en fait on était un peu comme des collabos, quoi. Et effectivement le film propose aussi un travail de mémoire à travers Corinne Luchère, où elle va, c'est littéralement ça, elle va faire un travail de mémoire, elle va raconter ce qui s'est passé, et ça nous montre à quel point le travail de mémoire est hyper important, parce que à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les Français étaient là à dire ouais, on est trop fort, on faisait partie du camp des vainqueurs. En plus, ils mettaient beaucoup en avant le côté résistant. On a été des résistants. La vérité, c'est ce que nous montre le film. Tout le monde a baissé les yeux, tout le monde a baissé la tête. Ça rentre aussi là-dedans que nous, en fait, en tant que Français, t'aurais fait pareil, t'aurais juste baissé la tête. On a de l'empathie pour Corinne Luchère après, à la libération de Paris. Mais en fait, faut savoir qu'à la libération de Paris, il va y avoir plein de procès, et notamment injustifiés aussi, et qui te montrent aussi que c'était une période hyper sombre aussi de l'histoire, où parfois, genre, tu dénonçais des gens que t'aimais pas, juste pour qu'ils se fassent défoncer. T'as notamment des meufs, et c'est montré aussi. Genre, ça va être des crimes, beaucoup de féminicides et tout, qui vont être apportés à cette période-là. Donc, ouais, moi, je trouve que le film s'en sort vraiment bien, qui me propose cet exercice de vertige historique, cette fresque historique qui est plutôt bien retranscrite. Moi, je trouve que ça joue plutôt bien. Le film coûte 30 millions. Je vois le travail partout, constamment, que ce soit dans les costumes, les décors, dans le phrasé aussi. Souvent, on dit, quand on parle de films d'époque, que il récite un peu, c'est un peu le cas par exemple des Mousquetaires, il récite un français d'avant, mais là je me pose pas la question, c'est hyper bien incarné par Jean Dujardin et l'autre qui est Nadia. Notamment, je trouve quand elle joue l'actrice dans les vieux films, et là, mais oui, c'est vrai. me dis, mais comment elle arrive à avoir chaud, cette intonation, c'est complètement dingue. Donc ouais, moi c'est un film qui me surprend, me désarme par instant, et voilà, que je vous invite à aller voir, parce que 3h15 en plus, c'est ça qui est bien, c'est que c'est hyper insidieux. Le mal, il va pas arriver comme ça d'un coup, ça va pas être du jour au lendemain la collaboration, ça va arriver par petites touches comme ça. Pour Otto, en vrai, je pense qu'on peut être d'accord pour le fait que ça arrive à Otto, parce qu'en fait, lui, il part dans son pays, et quand il revient, il est nazi. Mais sinon, pour Jean et Corinne Luchère, c'est plus insidieux, ouais. Bon, on a bien parlé, là. On a bien discuté. C'était un film de 3h20. Le film est super intéressant. On va Il y a peut-être plein de sortir, choses à... Non, mais oui, on va sortir du film. Mais... C'était Les Rayons et les Ombres. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film. Quant à nous, direction l'Allemagne, mais à notre époque à nous, avec La Gifle. Svenja hat mich heute geohrfeigt. Seitdem, ich sehe und höre einfach alles, was ihr macht. Ich kann einfach alles sehen und hören, was ihr macht, seit sie mich geohrfeigt hat. Was fantasierst denn du da zusammen? La Gifle, oh là là, n'importe quoi. La Gifle, réalisée par Frédéric Ambalek. Marielle, 12 ans, est frappée par une camarade de classe et développe des capacités télépathiques. Soudain, elle voit et entend tout ce que ses parents vivent durant la journée. Ouais, c'est un peu moi qui ai insisté pour voir ce film. En plus. Non, j'étais de ton équipe aussi. T'étais dans mon équipe, ouais. Mais je l'ai amené parce que c'est un concept qui me parlait. Enfin, je me suis dit ça m'intrigue. Oui. Déjà juste le synopsis en lui-même, il m'a intrigué. Bon, je vais directement dire mon gros problème avec le film. Qu'on a tous, je crois, ici. Qu'on a tous.
c'est que donc on a un pitch qui est fantastique, mais une manière de filmer ça comme n'importe quel film social allemand. Bon, c'est en termes de mise en scène, c'est fade. C'est gris noir. C'est gris, c'est plus gris que la vie. Enfin, pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. En fait, je trouve que ça n'apporte rien au récit de le montrer aussi froidement. Et aussi, enfin vraiment, c'est comme pour dire, quoi. Nos enjeux, ils sont hyper importants, ils sont hyper graves. Alors que on a vu les rayons et les ombres qui parlent de collaboration. Oui, en fait, avant, c'est quoi. ça. Donc... Tu dis au bout d'un moment, tu peux apporter un peu de légèreté aussi et c'est hyper pesant. Je comprends pas pourquoi. Et on disait juste ce qui me fait rire, c'est les petites transitions là avec à la Lars von Trier, avec la fille qui regarde, avec il y a des filtres de couleurs différentes à chaque fois. Ouh là là. Musique classique. Parce qu'elle est bizarre. Et surtout, elle te juge. Regarde derrière la caméra. Juge. Parce que les enfants te jugent. Mais donc je trouve que c'est hyper intéressant, donc à la fois du côté enfant, parce que forcément t'as un peu la question de ok, qu'est-ce qu'on penserait de nos parents si on voyait tout ce qu'ils faisaient de leur journée. Intéressant. En vrai, très intéressant. Et à l'inverse, il y a ce côté du coup pour les parents, à partir du moment où tu sais que t'es surveillé, qu'est-ce qui change dans ton comportement? Et donc, la mère et le père, ils vont avoir des comportements très différents. Enfin, lui, du coup, il va plutôt essayer de s'affirmer. Donc, par exemple, il y a tout un truc plutôt au niveau du boulot, où en fait, il se fait un peu marcher dessus. Et donc, il se dit, ma fille me regarde, donc je vais essayer de pas me faire marcher dessus pour que ma fille soit fière de moi. Et voilà. Et en même temps, bon, il en profite un peu pour espionner sa femme. Du côté de la mère, c'est à l'inverse, c'est de dire, en fait, je fais des choix pas fous, mais il faut que je les assume pour montrer à ma fille que je suis pas hypocrite. Donc, du coup, elle va au bout de ses choix désastreux de vie en se disant, au moins, je suis honnête, quoi. Au moins, je montre à ma fille que, en fait, la vie, c'est ça aussi, et que, je suis honnête avec elle, et que, voilà. Donc, je trouvais ça intéressant, et je pense que c'était pas forcément là où je pensais que le film irait, notamment par rapport au personnage de la mère. Mais donc voilà, par rapport à tout ça, c'est cool. Après voilà, en termes de et aussi du coup tout le rapport un peu à la famille très classique, néolibérale et tout, valeurs néolibérales, donc par rapport au travail, mais aussi il y a tout le truc à un moment donné autour du rôle. C'est quoi le rôle du père, c'est quoi le rôle de la mère, il y a tout ce truc autour de en fait c'est toi le chef de famille, donc au bout d'un moment les décisions difficiles c'est à toi de les prendre, et voilà. Et donc t'as tous ces rapports aussi de genre et tout qui sous-tend un peu le film. Mais ouais, je trouve que par exemple le fait que donc ce que Marielle voit de ses parents, en fait il y a aucune idée de mise en scène derrière ça. On va juste te montrer leur journée comme on te la montrerait dans un film classique, et juste après on te dit en fait c'est ce qu'elle a vu. Ok, super. Mais du coup tu vois pas, par exemple, t'es pas à sa place, t'es jamais à sa place. Si, parce qu'en fait la caméra ça va être un plan large, en tout cas c'est des plans très larges avec en plus un travail de vignettage sur les coins très assombris pour imiter le regard humain, et justement elle va faire des panoramiques pour te dire là t'es du point de vue de Marielle. Ouais, mais tu sens pas vraiment sa présence en fait. Et puis le pouvoir que ça a sur comment elle, son pouvoir se manifeste sur son état d'esprit, etc. Tu le ressens pas, t'es pas à sa place, en mode est-ce que c'est des voix, est-ce que t'as carrément c'est pas tant je pense par exemple tant explicite. Tu vois, là comme ça en termes de point de vue, je pense à la présence par exemple de Soderbergh, où t'as vraiment le travail du point de vue. De quoi? Je dis c'est un petit réel, Irréel. Non mais voilà, par exemple sur ce travail du point de vue, je trouve que là tu ressens, même si pour le coup là t'as le point de vue d'un fantôme, tu ressens beaucoup plus la caméra est plus discrète là, mais... voilà, là la caméra est plus discrète, et du coup je me dis c'est un peu dommage. En fait vraiment j'aime beaucoup le concept, et il y a des trucs très intéressants dans le fond en fait, vraiment du film, mais dans la forme je suis déçu pareil, parce que j'avais voté pour le film. Et en fait, c'est pour les mêmes raisons que toi, surtout que au-delà du fantastique, c'est quand même un pitch qui se prête à la comédie pure, vraiment. L'idée que je pensais que ça allait être une comédie, moi. Mais pareil, mais toute la promotion du film a été faite sur l'aspect comique. Vous revoyez l'affiche, c'est une affiche de comédie française, quoi. Donc moi, je m'étais dit on va passer un bon moment, on va bien rigoler.
Bon, le film n'est pas ça, du coup, c'est vraiment un drame bourgeois familial. Donc, je suis profondément déçu parce que j'ai l'impression qu'on m'a menti. Après, bah, effectivement, le film en tant que tel, il est pas inintéressant par rapport à la surveillance. L'enfant qui va surveiller ses parents, tu comprends que bah ses parents l'a surveillé aussi, donc c'est une inversion des codes. T'as des petites idées de mise en scène qui sont assez chouettes. Par exemple, tu as dit que le père allait s'ouvrir de plus en plus, enfin en tout cas se réaffirmer. Et au début, bah il était complètement fermé, et ça se montre par à chaque fois qu'il rentre dans une pièce, il va fermer la porte tout le temps. Et un moment qui est très drôle, c'est quand il va voir la directrice de son bureau et elle va dire pourquoi t'as pas besoin de fermer la porte, voilà. Et du coup, il y a plein d'idées comme ça, ouais, je sais pas si elles sont très chouettes, en tout cas. Des idées, voilà. C'est des idées. Mais en fait, à partir du moment où j'étais pensé, quoi. Oui, c'est ça. Mais à partir du moment où j'étais déçu et que je voyais pas le film que j'attendais, bon bah la lecture du film m'est paru beaucoup plus désagréable, quoi. Mais le film en tant que tel, bah, si vous aimez bien les drames familiaux, bon bah voilà, allez-y. Ouais, moi, bah du coup, j'avais juste lu le pitch et vu l'affiche, donc comme toi, je m'attendais vraiment à une comédie. Oui, pareil. J'arrive dans le film, je vois que c'est pas ça, je me dis putain de merde. Et vraiment, je m'étais dit, mais oh mon dieu, franchement, et la première scène, je me dis pourquoi pas, sympa, il y a un échange, en fait c'est un flirt, je me dis c'est drôle, enfin je vois un peu le truc, et puis après je sais pas pourquoi, là on s'est mis en mode ultra chiant. Donc comme j'ai dit sur Salve Maria, il y a des moments où je capte pas pourquoi on se dit mais mon style, là le réalisateur il s'est dit mon style c'est de faire les films en mode dramatique, mais dramatique chiant quoi. Faut que les gens se fassent chier, sinon c'est pas drôle. Et au montage il y a un moment ils se sont dit non, ça va trop vite. Là il faut qu'on ralentisse et il faut que les gens se fassent chier parce que sinon on va pas comprendre en fait ce que tu dis. Ok. Donc du coup sans rire, les 30 premières minutes je me dis bon, c'est l'enfer sur Terre. Je me suis dit, Lucas, essaye de dormir, au moins, c'est le matin. Et après, bon, le film arrive à se rattraper et le concept rattrape un peu le film en mode, bon, le concept est vraiment fun, mais le temps que tout ça se mette en place, comme je dis, voilà, ils ont décidé de faire ça en mode ultra chiant. Et après, c'est assez sympa de, voilà, tout ce truc avec la fille qui espionne la mère et qui dit tout à son papa. Je trouve que ça retranscrit aussi des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie, en mode l'enfant a un parent qui préfère et il y a un des deux parents qui préfère son enfant en général, c'est des choses qui arrivent et du coup non mais surtout quand t'es petit, détester un de tes parents et notamment la mère parce que c'est elle qui endosse le plus des responsabilités, c'est aussi un truc qui arrive souvent. Donc là le montrer frontalement et le montrer en plus sans barrière, voilà, la fille qui va dire des trucs très très durs à sa maman et de le filmer comme ça, bah je trouve que d'une certaine manière c'est assez joli et c'est assez honnête. Donc pour ça franchement c'est intéressant de voir cette démarche là et d'autant plus que voilà la fille a accès à je crois qu'il y a une forme d'empathie aussi vis-à-vis du père parce que il se fait bully au taf et du coup la fille se dit bah c'est foncièrement un gentil, alors que le papa, moi en tout cas l'interprétation que j'en ai c'est que dans les scènes qu'il vit au quotidien au travail, je me dis bah gros t'es un peu teuteux parce que là tu devrais te remettre en question au lieu de te foutre de la gueule du gars de ton collègue de travail, parce que là ouais peut-être qu'effectivement la fiche que tu proposes pour un bouquin bah peut-être que c'est pas la bonne effectivement. Enfin tu pourrais te poser la question tu vois, donc ouais il y a plein d'idées qui sont intéressantes et je passe un bon moment à partir du milieu du film où je trouve que voilà niveau rythmique il trouve sa place. Après encore une fois je trouve que c'est vraiment je sais pas si c'est un premier film ou quoi, je trouve qu'il y a vraiment une posture d'auteur. Et ce truc de des plans contre-plongés graves avec des filtres etc orange, moi je sais pas si c'était vraiment une bonne idée. Ça fait plus posture que ça va vraiment avec le thème que j'essaye d'aborder. Voilà. Je comprends pas aussi pourquoi refuser les codes de la comédie comme ça. Genre qu'est-ce que t'as fait la comédie Oui c'est ça, alors que comme tu dis au tout début l'intro, je me suis dit ok vraiment ça part là-dessus. Oui voilà tu vois, c'est ça. avec du coup deuxième long métrage. Mais avec une scène de flirt très crue. Où je me suis dit ok on peut partir là-dessus, et à partir du moment où tu vois la gamine qui tire une tronche vraiment genre elle fait la gueule. Et t'as une scène de repas là où ils sont tous silencieux et tout. Tu fais oh là 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 là. Ouais, ça va être long. Où est-ce qu'on va aller? Et ben voilà, la gifle, grosse claque. T'allais la faire. Pardon, t'allais la faire. C'est pas grave, c'est ok. T'es sûr?
Ouais, c'est D'accord, ok. Bah nous on arrive à la fin de cet épisode. Bravo de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était un gros épisode là. Après, il y avait. Tu crois qu'il va garder tout ce montage? Ouais, bien sûr. Mais avant de se quitter, on peut faire un petit tour des recommandations. Si on a aimé des choses cette semaine, on peut en parler. Alors, bah écoutez, moi j'ai un petit livre, enfin un petit livre, oui ça va, que mon frère m'a passé. Alors je ne suis pas du tout le foot, mais vraiment genre absolument pas mon truc, ça n'a jamais été. Il a beau avoir essayé, franchement. Je trouve que c'est ce qui te manquait dans le podcast. Voilà, parler de foot, voilà, Ouais. c'est un gros manque, je trouve. Bah écoute, c'est chose faite maintenant parce que je vais vous parler d'un livre qui parle de l'histoire du football féminin. Voilà, qui s'appelle Girl Power, donc de Hubert Artus. Et ça retrace donc toute l'histoire du football féminin de sa création à aujourd'hui. Et donc, alors pour le coup, en plus, c'est pas mal parce que c'est pas du tout que sur l'Occident. C'est vraiment, ça parle du football féminin dans le monde entier, avec vraiment des zooms sur des pays du monde entier, quoi, sur tous les continents. Donc c'est hyper intéressant par rapport à ça. Et puis voilà, moi je le lis pas tant par rapport au côté foot, mais par rapport aux avancées féministes. Et du coup c'est assez fou, comme tu vois, comme à quel point ça s'est rallié à certaines vagues féministes. Et en fait comment le patriarcat à plein de moments a détruit un peu le truc. Pourquoi aux États-Unis on a du coup le soccer qui est beaucoup plus populaire et qui est beaucoup plus reconnu pour les femmes que en Europe. Enfin voilà, c'est tous ces questionnements là auxquels le livre répond, et voilà, ça se lit assez facilement pour le coup. Ouais, c'est un film qui s'appelle Voleur de, alors attention, Agnieszka Smościńska. Voilà, ça sera redoublé, je pense, qui est une réalisatrice polonaise. Peut-être je vais vous donner des mots-clés pour vous donner envie de voir le film. C'est comédie musicale, sirène, gore, féminisme et striptease aussi. Voilà, c'est enfin, j'ai jamais vu ça, quoi. J'ai très envie de le voir. Ouais, c'est sorti en 2015 et voilà, quoi, je vous invite à le voir. Est-ce que c'est filmé version film social allemand? Oui, bien évidemment. Et moi, j'avais une petite reco finalement sur un petit documentaire sorti sur la chaîne de France Télévisions sur les enquêtes qu'ils font sur leur chaîne YouTube, qui est là la dernière que j'ai regardée, c'est celle sur les dérives sectaires, qui proviennent de TikTok, en tout cas des réseaux sociaux en grande partie. Ah ouais, gourou. Ouais, en mode gourou. Et donc ouais, en fait à chaque fois ils font des petites enquêtes d'1 heure. Et donc là, celle-ci, elle était super intéressante. En plus, c'est une jeune journaliste qui en parle, qui a notre âge. Elle a 23, 24 ans, je crois, un truc comme ça. Voilà, ton âge. Donc, Non mais dans la moyenne d'âge ici, tu vois. Même si tu l'as fait monter, on est dans la moyenne d'âge, quoi. Continue. Le regard est noir. Et donc, voilà, donc très intéressant de parler de ce sujet-là qui touche énormément les jeunes aujourd'hui. Donc voilà, allez découvrir, c'est sur la chaîne France TV /enquête. Ah, moi j'ai pas dit, ma comédie musicale est dispo sur Netflix, voilà, pour ceux qui veulent voir. Ah. Et bah cette fois-ci c'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin de l'épisode. On est là depuis hier soir. Ouais, c'est à peu près ça. Avant de se quitter, petit rappel que en ce moment c'est le printemps du cinéma au moment où sort l'épisode. Donc toutes vos séances sont à 5€ seulement. Donc si vous voulez découvrir La Gifle, par exemple, ou bien les Rayons et les Ombres, Projet Dernière Chance, bah c'est à seulement 5€ dans votre cinéma à côté de chez vous. Donc profitez-en. Et puis prenez soin de vous. Au revoir tout le monde et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.